Les empires ne se construisent pas en étant gentils. Maintenant, exécuter publiquement des criminels n'a rien de nouveau, mais Rome a porté la torture et la justice pénale à un niveau de créativité étonnant, difficile à égaler. Bien sûr, il y avait des décapitations simples, et aussi le tristement célèbre rocher tarpéien, une falaise à Rome d'où on précipitait les traîtres condamnés. Cependant, ces méthodes de punition ne suffisaient pas toujours, et les Romains ne perdaient pas de temps pour inventer d'autres moyens quand ils voulaient vraiment envoyer un message. De loin, la méthode d'exécution la plus célèbre utilisée par les Romains était la crucifixion. L'idée d'attacher quelqu'un à une planche de bois ne vient pas de Rome, elle était utilisée par les Perses, les Séleucides et les Carthaginois. À Rome, la crucifixion servait surtout à punir les esclaves, soldats déshonorés, étrangers et pirates, rarement les citoyens romains. La crucifixion commençait généralement par la flagellation de la victime, qui devait ensuite porter sa croix jusqu'au lieu d'exécution. Il est probable que le condamné ne portait pas toute la croix, mais seulement la poutre horizontale, le poteau vertical étant fixé en permanence. Les bras de la victime étaient ensuite fixés à la poutre. On pouvait y enfoncer des clous dans les poignets ou simplement les attacher. Il était aussi possible que les bras soient posés sur la poutre et cloués ou attachés à l'arrière. La poutre était ensuite hissée et fixée au poteau vertical, les pieds attachés ou cloués. Il y a étonnamment peu d'informations directes sur la manière exacte dont la crucifixion était pratiquée. Le placement des membres, le nombre et l'emplacement des clous font toujours débat. Il est probable qu'il n'y avait pas de méthode spécifique. Les bourreaux variaient les techniques à leur guise. Une fois sur la croix, la victime survivait dans l'agonie pendant quelques heures à plusieurs jours. Elle endurait choc, perte de sang, déshydratation et exposition, et au fil du temps, une mauvaise circulation sanguine. La mort survenait finalement par asphyxie, car cette position suspendue exerce une pression énorme sur le diaphragme et le système respiratoire. Le condamné tentait de respirer en poussant sur ses jambes, soulageant ainsi la pression. Il restait ainsi jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais si les bourreaux voulaient en finir plus vite, ils brisaient les jambes du condamné, rendant l'inhalation difficile et accélérant la mort. Une fois mort, le corps pouvait être retiré et la croix, ou au moins le poteau, réutilisé pour un autre prisonnier. Mais dans bien des cas, les corps étaient laissés jusqu'à décomposition. En haut de la croix, on plaçait une pancarte avec le nom du criminel et ses crimes, tout le spectacle servant de rappel sanglant de la puissance de Rome et du prix de la rébellion. L'exemple le plus tristement célèbre de crucifixion est celui de Jésus de Nazareth, exécuté dans la première moitié du 1er siècle. La plus grande crucifixion de masse eut lieu en 71 avant Jésus-Christ, après l'écrasement de la révolte de Spartacus par Crassus. Pour maintenir les esclaves romains sous contrôle, Crassus fit crucifier 6000 survivants le long de la Via Appia, de Capoue à Rome, un affichage indéniable du pouvoir romain. La crucifixion fut utilisée jusqu'au début du IVe siècle, lorsque l'Empire, devenu chrétien, mit fin à cette pratique pour des raisons évidentes. Si la crucifixion était une mort lente et douloureuse, les Romains avaient une autre méthode plus rapide, bien plus sanglante, et satisfaisant la soif de sang du public. Lors des jeux dans le Colisée ou autres amphithéâtres, les exécutions publiques faisaient partie des attractions. En plus des autres méthodes de peine capitale, la damnatio ad bestias s'abattait sur les condamnés, signifiant la condamnation aux bêtes. C'est exactement ce que cela semble être. On place le criminel condamné dans l'arène, devant des milliers de spectateurs hurlants, et on libère une bête affamée pour le dévorer. C'est à peu près tout. Il y avait bien sûr des variantes dans la manière de procéder. Par exemple, le prisonnier pouvait avoir une arme, donnant l'illusion d'une chance de survie. Ou il pouvait être enchaîné sur place, sans défense. Tout dépendait de ce que l'organisateur ou l'éditeur des jeux jugeait divertissant pour la foule. Dans certains cas, les organisateurs faisaient preuve d'un certain goût pour le dramatique, littéralement. Des décors élaborés étaient construits, et des scènes de pièces ou de récits mythologiques étaient joués, les condamnés étant réellement tués par les bêtes.
La damnatio ad bestias était étroitement liée aux chasses aux animaux sauvages, les venations, où des animaux exotiques étaient amenés dans l'arène pour être chassés par des gladiateurs, des chasseurs spécialisés, ou même entre eux. Puisque le spectacle primait sur la pratique, on utilisait des animaux venant des confins de la sphère d'influence romaine. Cela incluait notamment les lions, probablement le lion de l'Atlas, ainsi que les léopards, ours et crocodiles. Les condamnés pouvaient aussi être piétinés à mort par des éléphants, des taureaux ou des sangliers. Le problème, c'est que les animaux sauvages se fichaient bien de ce que les organisateurs attendaient d'eux, et refusaient souvent de se comporter comme prévu. Les humains ne sont pas des proies naturelles, et même les plus grands prédateurs étaient effrayés par des milliers de spectateurs hurlants. Pour assurer le spectacle sanglant, Rome comptait sur des dresseurs spécialisés appelés bestiaires pour préparer les animaux. Avant d'entrer dans l'arène, les animaux étaient affamés. Affamés et désespérés, les animaux se jetaient sur les condamnés, les déchirant sous les acclamations de la foule. Cette pratique a continué jusqu'au IVe siècle, alors que les jeux de gladiateurs perdaient déjà en popularité. Mais surtout, le nombre d'animaux envoyés dans l'arène au fil des siècles était si grand que les Romains manquaient d'animaux sauvages à capturer. Le carnage de l'arène a causé l'un des plus grands désastres écologiques de l'histoire. La damnatio ad bestias n'était pas la seule fois où les Romains déléguaient leur punition au règne animal. Dans l'esprit romain, le pire crime possible était le parricide, le meurtre de ses parents ou proches. Un crime aussi odieux méritait une punition tout aussi brutale. Beaucoup de ces criminels étaient livrés aux bêtes, mais parfois, rarement, ils subissaient quelque chose de bien pire. Appelé poena coulei, ou punition du sac, le criminel était attaché dans un sac puis jeté dans une rivière pour se noyer. Mais certains bourreaux trouvaient cela bien trop clément. On plaçait alors dans le sac un chien, un singe, un coq et un serpent avec le criminel. Une fois jetés à l'eau, les animaux paniqués griffèrent et mordèrent le condamné, aggravant ses souffrances avant qu'il ne se noie. Selon l'historien romain Tite Live, vers 101 avant Jésus-Christ, Publicius Medialus fut le premier homme exécuté ainsi, attaché dans un sac et jeté à la mer après avoir tué sa mère. Mais il n'est pas fait mention d'animaux dans son cas. Les premières mentions de l'ajout d'animaux sont venues des siècles plus tard. Parfois, seuls des serpents étaient utilisés. Essayez de maîtriser en même temps un chien enragé, un singe, un coq et un serpent pour voir. Étrangement, bien après la chute de Rome, la pratique fut réintroduite au Moyen-Âge et à l'époque moderne. En 1548, un meunier fut exécuté dans un sac rempli de toutes sortes d'animaux, mais seul un chat et un chien parvinrent à s'échapper. Comme dans la Rome antique, cette peine était rarement appliquée et servait surtout de moyen de dissuasion. À son apogée, Rome contrôlait jusqu'à un quart de la population mondiale. Et elle l'a fait d'une main de fer, avec une créativité pour le moins dérangée.